Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'un thème, mais d'une multitude, en tout cas au moins 8, sinon plus, puisque les 8 priorités de politique pénale. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Bien voilà, c'est très simple. Au parquet de Pointe-à-Pitre, on traite à peu près 35 000 procédures par an, mais c'est un traitement qui nous oblige à faire des choix, parce qu'en réalité, le tribunal et les moyens dont on dispose ne nous permettent pas de traiter tout vraiment de manière totalement satisfaisante. J'ai donc décidé de poursuivre certaines infractions, de m'intéresser à certains contentieux. Il y en a 8 qui sont des contentieux prioritaires. C'est-à-dire que là, on a considéré, je ne suis pas tout seul d'ailleurs à le considérer, que c'était des contentieux qui touchent des intérêts vraiment profonds, importants pour la Guadeloupe, et que sur ces contentieux-là, on allait mettre le paquet, on allait faire un effort vraiment important pour les traiter le mieux possible. Si vous êtes d'accord, on va juste au moins citer ces 8 priorités avant d'expliquer les motifs. Donc, si vous voulez bien, je vous laisse la parole pour ces 8 grandes priorités. Oui, et il n'y a pas de hiérarchie entre ces priorités. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui, à mes yeux, est plus importante ou moins importante qu'une autre. Elles se valent toutes, mais c'est quand même une liste, donc je suis obligé de la dérouler. Voilà. Donc, première priorité, ce sont les infractions économiques et financières, et aussi les infractions sociales. Alors c'est donc les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité, par exemple. Et ce sont aussi les situations de travail illégal ou d'activités commerciales non déclarées. Donc toutes ces situations qui finalement créent une très profonde, très importante précarité dans la situation des personnes, dans la situation des entreprises, et donc finalement dans la richesse même du pays. Voilà. La deuxième priorité, c'est la lutte contre tout ce qui est délinquance qu'on appelle organisée. Et c'est en particulier les trafics. Il y a 2 trafics principaux contre lesquels il faut lutter vraiment à toute force en Guadeloupe. C'est les trafics de produits stupéfiants, bien sûr, mais ce sont aussi les trafics d'êtres humains. Et je pense en particulier à toutes ces personnes étrangers en situation irrégulière qui ont été introduits ici chez nous pour ceci ou pour cela. Il y a troisième priorité, les infractions qui sont commises au préjudice des jeunes, des enfants, des mineurs, pour parler de manière assez large. On est un pays où la jeunesse est très importante. Il y a vraiment une grande proportion de jeunes gens ici. Et c'est quelque chose qui porte l'avenir d'un territoire. Eh bien, on le sait, il y a une transformation profonde de la société guadeloupéenne et il y a un travail prioritaire à faire pour mettre en mesure les parents, les écoles, les éducateurs de manière large à pouvoir prendre en charge correctement des enfants qui sont un peu perdus. Alors juste en 2 mots, préjudice des mineurs, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Donc mauvais traitement. Eh bien, c'est les mauvais traitements aux enfants, ce sont les enfants qui sont délaissés, ce sont les enfants qui ne reçoivent pas l'éducation, je dirais même presque l'amour que tout enfant doit avoir. Voilà. Et est-ce qu'on se retrouve à un tribunal pour l'absentéisme scolaire aussi? Absolument, l'absentéisme Ça fait scolaire, partie de votre rôle. quand il est fait de manière réitérée, c'est-à-dire plusieurs fois, sans que les parents ne réagissent alors qu'ils savent pertinemment ce qui se passe, c'est quelque chose qui est de nature à mettre en jeu leur responsabilité pénale, effectivement. D'accord. Le quatrième point, Quatrième point, ce sont les violences. Alors là, personne ne sera surpris, bien sûr. C'est un problème qui est particulièrement grave en Guadeloupe, beaucoup plus important, par exemple, que dans la plupart des autres départements français et même des autres départements d'outre-mer. Il y a une spécificité guadeloupéenne par rapport à la violence et en particulier par rapport aux homicides volontaires, c'est-à-dire aux meurtres et aux assassinats. 4 fois plus que la moyenne nationale. C'est donc forcément une priorité. Alors, si cette priorité, vous l'avez appelée violence et non pas délinquance, c'est parce que dans le mot violence, vous intégrez aussi la violence dans la famille. Violence dans la famille, violence en dehors de la famille, toutes les violences qui peuvent être commises. Merci. 5e point. 5e point, ce sont les discriminations. Nous avons eu l'occasion d'en parler déjà. Les discriminations au sens large. Je vous rappelle qu'il y a 15 motifs de discrimination illégale, dont évidemment ceux qui sont le plus fréquemment subis, le plus fréquemment évoqués, les discriminations qui sont fondées sur la race, qui sont fondées sur l'origine ou sur une appartenance religieuse, syndicale, politique, etc. Bien.
Sixième contentieux prioritaire, c'est la lutte contre l'usage des stupéfiants. Tout à l'heure, on parlait du trafic de stupéfiants, mais là, c'est l'usage des stupéfiants. Donc, pour l'essentiel, ici, c'est le cannabis, qui n'est pas du tout une drogue anodine, quelque chose de normal, et c'est bien sûr la cocaïne, et les dérivés de la cocaïne, en particulier le crack. Voilà. Donc, c'est la lutte contre l'usage, pour permettre la répression constructive, je me permets de le dire quand même, de l'usage de stupéfiants, un usage qui pourrit vraiment, notamment la jeunesse ici. Alors justement, dans ce sixième point, pour qu'on ne réduise pas celui-ci aux produits stupéfiants, donc appelons ça plutôt les produits psychoactifs. Donc quand apparemment vous sanctionnez aussi le détournement de produits à la base faisant partie de la légalité, mais détournés qui en deviennent des produits illégaux. C'est ça, enfin, c'est leur usage qui est illégal. Bon, l'exemple classique que tout le monde connaît, c'est la conduite d'une voiture en état alcoolique. Voilà. L'alcool, c'est un produit psychoactif qui est aussi dangereux que d'autres produits type stupéfiants. Voilà. Mais ça peut être aussi le détournement de l'usage de certains médicaments. On en connaît notamment des médicaments qui traitent des maladies comme la dépression, etc., qui peuvent être détournés de leur usage, utilisés comme des drogues en réalité. Voilà. D'accord. Septième point. Septième point, ce sont toutes les infractions qui portent atteinte à l'environnement. Alors c'est l'environnement au sens très large, c'est-à-dire ça va de l'urbanisme, c'est-à-dire finalement les constructions qui ont été faites sans permis de conduire, ou non conformes au permis de conduire, de construire. Et ce sont aussi les infractions qui balayent l'ensemble de la protection de l'environnement. Ça va du traitement des déchets, qui est quand même un dossier excessivement lourd ici en Guadeloupe, jusqu'à la protection des sites, des espèces protégées, mais aussi du patrimoine, et notamment du patrimoine architectural, artistique de la Guadeloupe. D'accord, nous reviendrons sur ce point, parce que je pense qu'il y en a besoin d'un éclaircissement. Dernier point, mais dernier point, celui-ci aussi paraît évident, ce sont les infractions routières. Je vous rappelle qu'encore cette année, on va devoir déplorer, c'est à peu près certain maintenant, quelque chose qui va approcher 70 décès sur la route, sur les routes de Guadeloupe. C'est vraiment énorme, c'est considérable par rapport au nombre de véhicules qui circulent sur nos routes. Voilà, c'est une priorité. Je crois que toutes les familles en ont assez de voir leurs proches, leurs enfants, leurs frères, leurs oncles mourir sur les routes, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a considéré qu'il pouvait se comporter sur la route sans faire attention à personne. D'accord. Alors nous reprenons très rapidement donc toutes les infractions liées à l'économie qui épuisent l'économie elle-même d'un pays, toutes les tricheries économiques, les cachotteries, toutes les infractions relatives à la délinquance organisée, donc tout ce que vous disiez, donc qui est le trafic. Les trafics, stupéfiants et de personnes aussi. D'accord. Les infractions aussi au préjudice de mineurs, qui était l'un des troisièmes points. Les violences, donc même pas délinquance, mais violence. Lutte contre toutes les formes de discrimination, sujet déjà abordé. Lutte aussi contre l'usage des produits psychoactifs. Voilà. Donc le plus connu, donc les produits stupéfiants. Bien sûr. Et encore infraction donc face à l'environnement et infraction par rapport à la sécurité routière. Ouais. Alors, bien évidemment, il y a plus, puisque sinon nous aurions fait que 8 émissions. Ouais. Et pourtant, nous sommes déjà à peu près une trentaine d'émissions à des thèmes totalement différents. Qu'est-ce qui explique pourquoi avez-vous fixé des priorités? On fixe des priorités dans la vie quand on est obligé de le faire. Parce que si on pouvait tout bien faire, on ferait tout bien. Voilà. Et donc, il y a une question de moyens, il y a une question peut-être aussi de volonté là-dedans qui est compliquée puisque tout le monde n'a pas le même avis, la loi n'est pas parfaite et les services ne sont pas tout puissants. Ils n'ont pas la capacité forcément de pouvoir tout traiter correctement. Quand c'est ça, il faut savoir et décider ce qui est vraiment important. Et c'est donc le sens de ces 8 priorités de politique pénale. On a décidé vraiment de mettre le paquet là-dessus pour pouvoir agir le plus efficacement possible. Alors justement, on dit 8, donc autant ça te dirait, ah ouais, mais toutes ces personnes pour traiter que 8 points, et pourtant 8 points qui ramènent quand même à 35 000, donc on remonte aux années, donc c'est un bilan de l'année 2000 à 2006, que sur une année, vous recensez quand même 35 000 faits qui vous sont retenus.
Le parquet de Pointe-à-Pitre est saisi de 35 000 affaires par an. Alors, ce ne sont pas toutes des affaires pénales. Par exemple, on peut aussi être saisi d'affaires qui concernent des problèmes de différends sur des propriétés, des bornages de propriétés, des problèmes qui sont liés à la situation des personnes, la filiation, le nom, etc., etc. Donc, il n'y a pas que ça. Mais sur ces 35 000, il est sûr qu'il y en a à peu près 24 ou 25 000 qui sont vraiment des affaires pénales. Vraiment des affaires pénales. C'est-à-dire pour lesquelles une infraction a été commise et pour lesquelles l'auteur a été identifié. Voilà. Donc ces 25 000 affaires-là devraient, à l'évidence, pouvoir trouver une réponse efficace, une réponse à la mesure de l'atteinte qui a été portée à la fois aux victimes, mais finalement à la société tout entière. Et pourtant, on passe déjà de 35 000 à 22 000 et apparemment de 22 000. On arrive déjà à la moitié du premier chiffre, qui est de 15 000 affaires poursuivables. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là entre-temps? Alors, il y a des raisons qui sont d'ordre technique, qui empêchent de pouvoir poursuivre certains faits. Bon, la preuve, on a souvent parlé de la preuve. La preuve n'est pas suffisamment rapportée. Sans doute que ça s'est passé comme ça. Mais on n'a pas la preuve et la justice s'interdit de condamner quelqu'un quand elle n'a pas la certitude qu'il a effectivement commis ces faits-là. Vous connaissez la formule, le doute doit profiter à l'accusé. Voilà, donc c'est bien le principe. Il faut que la preuve soit apportée pour pouvoir condamner quelqu'un. Donc il y a une proportion non négligeable de ces affaires pour lesquelles on n'est pas tout à fait sûr que ce soit cette personne qui a fait, et voire même on n'est pas tout à fait sûr que les faits qui ont été commis sont vraiment constitutifs d'une infraction pénale poursuivable. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi dire que de 35 000 à 15 000, c'est qu'il y a aussi des affaires où on ne connaît pas l'auteur, où on n'est pas arrivé jusqu'à connaître un auteur? Oui, genre, bien sûr. j'ai trouvé ma voiture brûlée. Voilà. Sur les 35 000, il y en a à peu près un tiers. Un tiers où l'auteur n'est pas retrouvé. D'accord. Alors, 15 000, qu'est-ce qui explique 800 classements sans suite d'opportunité? Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? Le classement sans suite d'opportunité, c'est vraiment le pouvoir propre des procureurs. Il n'y a que le procureur qui peut décider ou pas de poursuivre quelqu'un pour la commission d'une infraction pénale. Donnez-moi un exemple qui fait que quelqu'un tombe dans les 800 non sans suite. Permettez-moi, je termine pour bien expliquer. Il n'a de compte à rendre à personne sur le motif de cette décision. Mais il faut bien dire, parce que je crois qu'il faut dire la vérité, que sur les quelques 800 classements sans suite qui ont été évoqués, qui sont des classements sans suite qui interviennent sur des affaires, comme on disait tout à l'heure, poursuivables, c'est-à-dire les faits sont bien établis et l'auteur est identifié. Eh bien, ce sont des classements sans suite qui sont faits parce qu'on a décidé d'avoir des priorités et qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas la possibilité matérielle de poursuivre efficacement la totalité de ce qui est caractérisé. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il manque des preuves ou... Non, c'est pas qu'il manque des preuves. C'est vraiment qu'il faut, si vous voulez, pour être sérieux dans une réponse pénale, c'est quand même pas rien de faire condamner quelqu'un. Quand on dit pénal, ça veut dire mettre quelqu'un en prison. Bon, c'est pas forcément la destination de prison, mais en tout cas, c'est une condamnation pénale à une peine, pourquoi pas, de prison. Donc c'est quand même pas rien, voilà. Moi, je n'admettrai pas qu'on puisse poursuivre comme ça des gens et leur faire risquer une sanction aussi grave que celle-là, sans que vraiment tous les moyens soient en place. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir présenter ça devant un tribunal, la possibilité pour ces personnes de pouvoir être défendues par un avocat, la possibilité de pouvoir présenter un dossier qui soit solide, qui soit complet, qui soit parfait. Voilà. Eh bien, pour 800 cas, vraiment, on n'est pas à ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle on a décidé vraiment de faire un effort pour arriver, si vous voulez, à cette situation-là d'un dossier correct, suffisant pour pouvoir être présenté à une juridiction dans les infractions qui concernent 8 domaines prioritaires, les domaines qui, pour moi, font mal en Guadeloupe aujourd'hui. D'accord. Donc, autant nous disions 8 grandes priorités, mais qui sont affolantes chacune, on arrive à 35 000 cas, le tiers, c'est des auteurs dont on n'arrive pas à déterminer. De 15 000, on en déduit encore 800. Donnez-nous un exemple type vécu qui a l'air tellement bête comme ça, d'un cas de 800 que vous, procureur, vous décidez que bon, on ne va pas plus loin.
Eh bien, par exemple, un cas classique, même si aujourd'hui on arrive à faire mieux, c'est la conduite sans assurance, pour laquelle la personne, le lendemain, est revenue au commissariat en disant ça y est, j'ai assuré mon cyclomoteur ou j'ai assuré ma voiture, c'est fait et je vous en donne la preuve. On va dire bon, voilà. Mais une fois de plus, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, ne devrait pas en rester là. Je ne dis pas qu'il faut envoyer la personne en prison, c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il doit y avoir une réponse pénale à une infraction qui est grave, le défaut d'assurance, c'est particulièrement grave. C'est juste pour que les personnes comprennent que bon, dans les 800, il n'y a pas 800 voyous, il n'y a pas 800 criminels, il n'y a pas 800 violeurs. Mais bien sûr, mais évidemment, les affaires les plus graves, les assassinats, les vols, etc., toutes ces affaires-là sont traitées. Voilà. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc elles font partie des, des 14 200 réponses pénales que l'on va encore détailler. C'est ça. Alors, dans ces 14 200, donc on parle de 35 000 affaires ou de plaintes, j'ai envie de dire, qui ont été déposées. Oui, c'est ça. Ça peut être des affaires ou des plaintes. Soit des constatations qui ont été faites directement par les services de police ou gendarmerie, soit des faits qui sont venus à la connaissance de nos services par la plainte de ceux qui en ont été les victimes. Voilà, parce que dans les plaintes, quand vous parlez de gendarmes, c'est-à-dire les gendarmes qui sont sur la route, eux-mêmes... voilà, quand il faut leur contrôle, il n'y a pas de plainte, hein, évidemment. On est d'accord. Voilà, c'est ce qui constitue les 35 000. Alors, nous tombons à 14 200, je rappelle, dans une année, hein, pour un petit tribunal. 6 000 classements sans suite, encore une fois, conditionnels. Ça veut dire quoi? Sur l'article 41 trait d'union 1. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là, encore une fois? Ce sont des classements sans suite. Donc, le classement sans suite, ça veut dire qu'à un moment donné, le procureur décide de mettre le dossier dans le placard, de le classer dans le placard. C'est-à-dire, finalement, on n'en parle plus. Mais là, ce sont des classements sans suite qui ne sont pas, je dirais, qui ne sont pas secs. C'est-à-dire qu'on ne va classer sans suite qu'à la condition que celui qui a commis l'infraction l'ait, par exemple, régularisé ou ait, par exemple, indemnisé la victime. Régularisé, par exemple, on parlait tout à l'heure des problèmes d'urbanisme et de construction sans permis. Eh bien, monsieur ou madame qui est susceptible d'être poursuivi pour construction sans permis de construire, si vous régularisez, c'est-à-dire si vous demandez et si vous obtenez bien sûr le permis de construire pour la maison que vous avez construite, eh bien le parquet va considérer qu'on en restera là. D'accord, voilà. Donc dans ces 14 000... Et l'autre grande catégorie des classements sans suite, ce sont les classements sans suite où on demande à la personne d'indemniser l'ensemble des préjudices qu'elle a commis. Et donc on va lui demander de bien vouloir donner une réparation. Ça peut se faire en argent, ça peut se faire aussi par des travaux ou en nature, comme on dit, pour réparer le préjudice qui a été causé par l'infraction commise. D'accord. Donc dans ces 14 200, donc je rappelle par an quand même, donc il y a 600 qui sont classés sans suite. On pourrait dire par rapport à une forme de médiation, pas forcément sanction. C'est 6 000. Il y en a 6 000. Oui, 6 000. Sur les 14 200, donc 6 000 qui sont classés sans suite sous la condition de faire disparaître finalement le désordre ou de faire disparaître le préjudice. Ça va ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre aussi dans ces cas-là? L'appellation de la médiation pénale. La médiation pénale, c'est le fait de confier, le procureur confie le dossier à une association. Une association qui est habilitée spécialement pour ça, ici en Guadeloupe, mais il y a l'équivalent à Fort-de-France et il y a l'équivalent à Cayenne. Le juste milieu entre la victime et le... Voilà, c'est ça. C'est une association qui est habilitée pour mettre en présence la victime et l'auteur et trouver le moyen, on comprend bien le mot médiation, le moyen qui va permettre aux deux de pouvoir finalement annuler le malheur ou le préjudice qui a été causé. Ça se passe forcément dans un tribunal. Ça se passe parfois dans un tribunal, mais en tout cas dans un local d'une association habilitée par les juridictions. D'accord. Dans ces 14 200 réponses pénales, 5 000 compositions pénales. Ça veut dire quoi? Alors, les compositions pénales, c'est déjà un premier niveau important de réponse pénale. On passe un cran. C'est-à-dire que là, les personnes sont convoquées au palais de justice à une audience qui n'est pas une audience qui est faite devant un juge, mais devant un délégué du procureur de la République. Il y en a à Fort-de-France, il y en a à Cayenne, il y en a à Pointe-à-Pitre, il y en a à Basse-Terre. D'accord. Et ces délégués du procureur reçoivent la personne et leur disent la chose suivante. Eh bien, monsieur et madame, vous avez commis telle infraction que vous reconnaissez avoir commise.
le procureur vous propose que la peine sera celle-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si vous êtes d'accord, eh bien ce sera cette peine-là qui sera appliquée. Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien écoutez, vous serez renvoyé pour être jugé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Si la personne est d'accord, à ce moment-là, la peine sera mise en œuvre, après la validation d'ailleurs par un magistrat du siège, elle sera mise en œuvre par le délégué du procureur. Alors là, il y a 17 mesures ou peines de composition pénale qui sont possibles. Ça va de l'amende, il y a tout sauf la prison, je dirais presque. D'accord. Ça va de l'amende en passant par exemple par l'interdiction de paraître dans tel endroit ou de rencontrer telle personne. Ça peut être aussi la confiscation d'un véhicule ou d'un objet, ça peut être l'obligation bien sûr de réparer le préjudice qui a été causé de telle ou telle manière, ça peut être l'obligation d'aller faire un travail pour une collectivité ou pour une association ou pour une entreprise chargée d'une mission de service public. Voilà. D'accord. Donc en fait, pour l'instant, on ne parle pas encore de prison, c'est-à-dire il y a une chronologie. Dans ces 14 200, donc on disait 6 000, il y a une entente proposée par un médiateur entre la victime et l'auteur. 5 000, là on commence à arriver un peu plus près du tribunal. Donc là on est déjà dans des sanctions dans le cadre de la composition pénale. Donc c'est pas vraiment une médiation, mais c'est plus une proposition par l'intermédiaire de l'un de vos substituts qui dit... Par l'intermédiaire d'un délégué du procureur. Délégué du procureur. À Pointe-à-Pitre, il y a 10 délégués du procureur. Ce sont en fait des gens qui ne sont pas magistrats, qui ne sont pas des fonctionnaires de justice, que j'ai recrutés. En général, je les recrute parce que ce sont des gens qui sont respectés. Ce sont des gens qui sont originaires pour tous d'ici et qui font les choses, moi je trouve, de manière vraiment tout à fait remarquable. Et c'est pas pour faire la promotion et vanter les mérites du parquet de Pointe-à-Pitre que je le dis. D'accord. Donc ces personnes, donc c'est plus une médiation, mais on leur dit tout simplement, le procureur vous propose de ne pas aller plus loin au niveau pénal, tribunal, prison, mais vous devez vous engager. Si vous acceptez le principe de telle peine. Et voilà. Voici la sanction qu'il vous propose et on ne va pas plus loin. Pourtant, il en reste encore beaucoup, puisque dans tout cela, il y a encore 2500 jugements correctionnels tranchant le fond. Ça veut dire quoi? Alors, juste avant, je voulais aussi quand même dire que c'est des chiffres sur la base des années 2000-2006. Ce sont les chiffres de l'année 2006. Voilà. Mais plus particulièrement pour les 5000 dont on vient de parler avec ces personnes, donc la composition pénale, eh bien, autant en 2000, nous étions à 5000 compositions pénales, qu'en 2006, apparemment, ça a réduit de 3500. La composition pénale, on l'a mis en place à Pointe-à-Pitre de manière très très importante à partir de 2005. Et ça veut dire quoi, très important? Il y a plus de délégués? Beaucoup plus aujourd'hui, il y a plus de délégués, on traite plus d'affaires. Donc en 2007, on va faire 5000 compositions pénales au total, alors qu'en 2006, on était à 3500, et en 2005, me semble-t-il, je dis ça de mémoire, ça devait être de l'ordre de 1500. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un très gros renforcement de cette manière-là de traiter les choses, parce qu'en plus, je crois, et on l'a constaté, si vous voulez, que c'est une manière qui est bien comprise par les personnes. Et pour moi, une peine bien comprise, c'est vrai aussi pour les enfants, vous savez, une peine bien comprise, une sanction bien comprise, eh ben c'est quelqu'un qui ne recommencera pas. Voilà, ça on évite de retrouver ces personnes. Alors, nous disions maintenant 2500 jugements correctionnels tranchant le fond. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de jugements que le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre sera capable de rendre en fait en 2007. C'est à peu près 2500. Vous vous rappelez, on était à 35 000 affaires. Et j'ai un tribunal correctionnel qui parvient à juger, et je peux vous dire que c'est pas du chômage, qui parvient à juger 2500 dossiers, 2500 affaires par an. Voilà. Donc, il faut évidemment arriver à réserver au tribunal correctionnel que les affaires les plus graves, les affaires vraiment les plus importantes. Alors je ne parle pas des affaires criminelles, parce que celles-là, elles vont à la cour d'assises. À la cour d'assises qui se trouve pour la Guadeloupe à Basse-Terre. Mais pour les affaires qui sont juste en dessous de ce niveau de gravité-là, ce sont en particulier les vols, les escroqueries, les violences graves, les conduites en état alcoolique, les infractions qui sont quand même graves, les escroqueries bien sûr,
vont devant le tribunal correctionnel. D'accord. Alors, et maintenant, donc, je demande en termes de comparaison, quelle catégorie qui fait qu'il y a encore d'autres chiffres, hein, un peu plus simples, de 1500 décisions d'autres juridictions. Ça veut dire quoi? Eh bien, quelle est la différence là? Eh bien, voilà, il y a d'autres juridictions que le tribunal correctionnel. Il y a notamment les tribunaux de police qui jugent des affaires encore un petit peu moins graves. Ce sont les contraventions de police, ça s'appelle. Donc, ils jugent un certain nombre d'affaires. Et puis, il y a aussi les juridictions spécialisées pour les mineurs. Et vous savez que les enfants, jusqu'à 18 ans, sont jugés par une juridiction spéciale qu'on appelle le tribunal pour enfants. Et donc, dans ces 1500 décisions supplémentaires, ce sont quand même en grande partie des décisions des tribunaux de police et du tribunal pour enfants qui sont concernés. Alors, un autre chiffre qui a l'air modeste par rapport à tous les autres, 150, alors là je résume et je vous demanderai de développer, c'est RPC sur convocation. Que doit-on comprendre de tout cela? Oui, alors ça, ce sont ce qu'on appelle aux États-Unis le plea bargaining, c'est-à-dire c'est la comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité. Ça veut dire quoi? Bon, grosso modo, c'est le plaider coupable. Voilà, quelqu'un est mis en cause pour une affaire. Il reconnaît avoir commis les faits. Il dit bah oui, bon, c'est vrai. Voilà. Mais quelle nature de fait? Ça peut être n'importe quel délit, mais ici à Pointe-à-Pitre, on a décidé d'utiliser cette modalité-là pour ce qu'on appelle les infractions astucieuses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est les escroqueries, c'est les abus de confiance, voilà, c'est certains délits en matière de travail illégal, d'emploi illégal de personnes, etc. Voilà. Et donc, quand ceux qui sont mis en cause, à condition qu'ils n'aient pas des antécédents judiciaires, reconnaissent les faits, que c'est quand même un petit peu trop grave pour que ça passe simplement, si je puis dire, devant un délégué du procureur dans le cadre de la composition pénale qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, on utilise cette procédure-là. La personne est convoquée ici au tribunal. Elle passe cette fois-là devant un magistrat du parquet. C'est pas devant un délégué du procureur, un magistrat du parquet. Et qui lui dit un petit peu la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, monsieur, madame, vous reconnaissez avoir commis tel fait. Nous pensons que ces faits doivent être sanctionnés d'une peine qui peut d'ailleurs être, dans ce cas-là, une peine d'emprisonnement, c'est possible. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette peine? La personne est assistée d'un avocat, toujours, dans le cadre de cette procédure-là. Elle dit oui, elle dit non. Si elle dit oui, eh bien, on va en rester là. Ce sera quelque chose qui va être ensuite validé par une ordonnance d'un magistrat du siège et on va mettre à exécution la peine qui a été acceptée. Alors, si elle dit non, eh bien, on repart devant le tribunal compétent, devant le tribunal correctionnel. Le vrai tribunal. Et l'affaire sera jugée de manière tout à fait classique devant le tribunal correctionnel. Alors, quand justement, donc, par rapport à tous ces chiffres de 150 seulement, donc sur convocation, donc personne, une fois que bon, on a fait enquête, ils ont tout de suite avoué et les faits étaient suffisamment graves pour que ça monte là. Quand on dit qu'il y a 150 seulement sur 35 000, est-ce que ça veut dire qu'il y a très peu de personnes, pas honnêtes, mais qui reconnaissent tout de suite les faits? C'est ce que ça veut dire? Non, c'est pas ça. C'est que vraiment, on réserve cette procédure-là à quelques cas très particuliers, parce que c'est en réalité une procédure, ça nécessite, si vous voulez, une énergie, un effort très important pour la juridiction. Parce qu'elle est particulièrement lourde. Ça demande... pardonnez-moi, je vais essayer d'expliquer les choses plus simplement. Ça demande beaucoup de fonctionnaires. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de documents. Dans cette procédure-là, elle est compliquée en réalité à mettre en œuvre. Voilà. C'est pas une procédure spéciale VIP, quoi. C'est-à-dire pour les députés. Pas du tout. On cible sur ces infractions-là parce que il nous semble que ça peut être traité de manière très correcte, très juste, je dirais, dans ce cadre-là, pour ces infractions-là. Mais ça demande un tel effort d'investissement pour la juridiction, pour les fonctionnaires et les magistrats ici, parce que c'est une procédure qui est lourde, voilà, qu'on le fait avec, vous voyez bien, précaution, en réservant les choses pour des cas très particuliers. Allez, je conclue sur le plus petit chiffre, mais certainement pas des moindres, où nous revenons sur des termes résumés que vous allez vous-même expliquer. 50 CRPC sur déferment. Ça veut dire quoi? C'est la même procédure, sauf que là, la personne vient de commettre une infraction très grave. Ça veut dire quoi? Pour moi, si vous voulez, l'infraction très grave, c'est l'accident de la route
en récidive d'état alcoolique. Donc une personne qui a déjà été condamnée pour un état alcoolique, qui commet un accident, qui blesse, voire qui tue des personnes, alors qu'il se trouve à nouveau en état alcoolique, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Voilà. Il est en observation. Alors, la plupart du temps, on fait passer ces affaires-là devant le tribunal correctionnel. Ça fait donc partie des 2500 jugements que j'évoquais tout à l'heure. Mais pourquoi ce défèrement ? Si vous voulez, quand la personne reconnaît vraiment les faits, que les choses sont simples, puisque cette procédure-là le permet, on le fait présenter tout de suite en sortie de sa garde à vue par les gendarmes. Mais là, c'est pas une convocation, c'est lui. Il arrive menotté entre les gendarmes ou entre les policiers. Et il est immédiatement condamné à une peine qu'il accepte. Immédiate. Voilà, immédiate. Et il part en prison, bien sûr. Donc, et là, il n'y a que 50. Pour ces cas-là, traités par ces moyens-là, il n'y a que 50. Mais on en fait 350 par an devant le tribunal correctionnel, si vous voulez. Des déferments comme ça entre des policiers qui sont présentés pour aller directement à la prison. D'accord. Donc, autant lui priorité, mais l'on voit les affaires concrètement traitées, les plaintes et les choses prises sur le fait montent quand même à 35 000 dans une année. Donc là, nous avons détaillé, quand nous avons cité donc de 1500, nous avons parlé de 1400, de 6000, de 5000 et jusqu'à un chiffre de 50. C'était juste des détails, mais c'est pas qu'on finissait par traiter que seulement ces cas-là. S'il y avait un mot à rajouter par rapport à justement ces 8 priorités qui sont de vos voeux, quels seraient-ils ? Eh bien, ces 8 priorités, moi j'ai souhaité qu'elles soient partagées. Qu'elles soient partagées notamment par les services qui ont la charge de les constater, de les poursuivre, qui ont la charge parfois de les gérer. Je pense en particulier aux problèmes qui sont liés à l'environnement, à notre cadre de vie, à la propreté du pays, etc. Voilà. Et donc, pour chacune de ces priorités, ou quasiment pour chacune de ces priorités, j'ai été amené à créer un groupe opérationnel d'enquête qui réunit des policiers, qui réunit des fonctionnaires de l'État. Je pense à l'inspection du travail, je pense par exemple à la direction de l'agriculture et de la forêt, à la direction de l'industrie, etc. Vous voyez, donc des administrations qui sont en charge de ces problématiques-là, parfois même des administrations qui dépendent des collectivités locales, je pense au Conseil général, notamment pour les enfants, pour les mineurs, etc. Et donc on a créé comme ça des groupes d'enquête qui ont la charge, dans ces matières-là, de prendre l'initiative de faire des investigations. On investigue sur des personnes, on investigue sur des lieux, on investigue sur des comportements qui sont identifiés et qui font l'objet d'enquêtes pénales dans la perspective d'une répression. Parce que je vous rappelle que je suis le procureur, je suis quelqu'un qui est chargé de la répression de ceux qui ne veulent pas respecter la loi. D'accord. Et à vos services donc, sont toutes les forces de police, que ce soit municipales, nationales, que ce soit la douane, quoi d'autre, rappelez-nous ? Oui, la douane, l'inspection du travail, les inspecteurs de l'URSSAF, les inspecteurs qui sont chargés de la protection, par exemple, des sites du parc national de la Guadeloupe. Enfin, vous voyez, des personnes par exemple, des affaires maritimes qui s'occupent de la gestion de la pêche, et de la police de la pêche en Guadeloupe. Et là, il y a aussi un sacré travail à faire et beaucoup de progrès à avoir. Donc, tous ceux-ci ont des comptes à vous rendre et en tout cas sont à votre disposition en fonction des enquêtes. Eh bien, ils sont chargés de constater des infractions. Moi, je suis chargé de les poursuivre. Vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui nous lie très, très fortement. D'accord. Je vous laisse lire une dernière fois les 8 points importants sur lesquels il n'y a pas, excusez-moi à dire ainsi, de pitié à réclamer de vos services. Ah oui, il n'y a pas de pitié et surtout on aimerait pouvoir faire avancer positivement les choses sur ces domaines-là. Ce sont les infractions économiques et financières, les infractions qui sont liées au travail illégal, aux conditions de travail aussi. Ce sont les infractions qui sont relatives à la délinquance organisée, c'est-à-dire essentiellement trafic de produits stupéfiants, trafic d'êtres humains. Ce sont les infractions qui sont commises au préjudice d'enfants, au préjudice de mineurs, les mauvais traitements, les violences, les délaissements de mineurs. Ce sont les infractions qui concernent toutes les violences, plus particulièrement, je dois le dire, dans les familles, et peut-être au sein des familles, au préjudice des plus faibles, c'est-à-dire des enfants et des épouses, on le sait bien. Voilà. D'accord. Les infractions qui touchent les gens parce qu'ils sont discriminés pour l'un des 17 motifs prévus par la loi, notamment sur des critères, bien sûr, de race ou d'appartenance à une origine différente.
les infractions qui concernent l'usage de produits psychoactifs, c'est-à-dire de produits stupéfiants bien sûr, mais aussi dans certaines circonstances d'alcool, voire de médicaments qui ont un effet sur le psychisme des personnes, sur leur conscience. Les infractions en matière d'environnement au sens très large, de l'urbanisme jusqu'à, si je puis me permettre, la protection des petits oiseaux dans la nature. Et les infractions, bien sûr, en matière routière, pour empêcher qu'on continue à avoir autant de morts sur les routes chez nous. Si vous aviez un dernier mot à rajouter sur, parce qu'aujourd'hui nous parlions surtout de cette politique pénale avec M. Prêtre, en Guadeloupe notamment, quel est ce caractère incisif de votre politique pénale? Eh bien, c'est un caractère que je souhaite fort, que je souhaite voir se traduire dans le concret. C'est souvent, vous le voyez bien sur les sujets qu'on évoque, quelque chose qui est un travail sur du long terme. On ne fait pas évoluer les mentalités comme ça, juste en claquant des doigts. Mais si on ne commence pas, à le faire sérieusement aujourd'hui, je dis simplement que ça ne se fera jamais et qu'il ne faut pas baisser les bras sur ces 8 domaines particuliers, ceux qui, pour moi, vraiment, aujourd'hui, sur notre pays, sont tellement douloureux, qui compromettent le développement du territoire. Monsieur le procureur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Qu'une autre. Elles se valent toutes, mais c'est quand même une liste, donc je suis obligé de la dérouler. Voilà. Donc, première priorité, ce sont les infractions économiques et financières, et aussi les infractions sociales. Alors, c'est donc les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité, par exemple. Et ce sont aussi les situations de travail illégal ou d'activités commerciales non déclarées. Donc, toutes ces situations qui, finalement, créent une très profonde, très importante précarité dans la situation des personnes, dans la situation des entreprises et donc finalement dans la richesse même du pays. Voilà. La deuxième priorité, c'est la lutte contre tout ce qui est délinquance qu'on appelle organisée. Et c'est en particulier les trafics. Une transformation profonde de la société guadeloupéenne et il y a un travail prioritaire à faire pour mettre en mesure les parents, les écoles, les éducateurs de manière large à pouvoir prendre en charge correctement des enfants qui sont un peu perdus. Alors juste en 2 mots, préjudice des mineurs, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Donc mauvais traitement. Eh bien c'est les mauvais traitements aux enfants, ce sont les enfants qui sont délaissés, ce sont les enfants qui ne reçoivent pas l'éducation, je dirais même presque l'amour que tout enfant doit avoir. Voilà. Et est-ce qu'on se retrouve à un tribunal pour l'absentéisme scolaire aussi? Absolument, l'absentéisme scolaire, fait partie de votre rôle. Quand il est fait de manière réitérée, c'est-à-dire plusieurs fois, il y a 2 trafics principaux contre lesquels il faut lutter vraiment à toute force en Guadeloupe. C'est les trafics de produits stupéfiants, bien sûr, mais ce sont aussi les trafics d'êtres humains. Et je pense en particulier à toutes ces personnes étrangers en situation irrégulière qui ont été introduits ici chez nous pour ceci ou pour cela. Il y a, troisième priorité, les infractions qui sont commises au préjudice des jeunes, des enfants, des mineurs, pour parler de manière assez large. On est un pays où la jeunesse est très importante. Il y a vraiment une grande proportion de jeunes gens ici. Et c'est quelque chose qui porte l'avenir d'un territoire. Eh bien, on le sait, il y a... Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'un thème, mais d'une multitude. En tout cas, au moins 8, sinon plus, puisque les 8 priorités de politique pénale. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Bien voilà, c'est très simple. Au parquet de Pointe-à-Pitre, on traite à peu près 35 000 procédures par an, mais c'est un traitement qui nous oblige à faire des choix, parce qu'en réalité, le tribunal et les moyens dont on dispose ne nous permettent pas de traiter tout vraiment de manière totalement satisfaisante. J'ai donc décidé de poursuivre certaines infractions, de m'intéresser à certains contentieux. Il y en a 8 qui sont des contentieux prioritaires. C'est-à-dire que là, on a considéré, je ne suis pas tout seul d'ailleurs à le considérer, que c'était des contentieux qui touchent des intérêts vraiment profonds, importants pour la Guadeloupe,
et que sur ces contentieux-là, on allait mettre le paquet, on allait faire un effort vraiment important pour les traiter le mieux possible. Si vous êtes d'accord, on va juste au moins citer ces 8 priorités avant d'expliquer les motifs. Donc, si vous voulez bien, je vous laisse la parole pour ces 8 grandes priorités. Oui, et il n'y a pas de hiérarchie entre ces priorités. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui, à mes yeux, est plus importante ou moins importante.